Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. C'est un pays dont les sous-sols contiennent des trésors. La République démocratique du Congo, ex-Zaïre. On y trouve cobalt, cuivre, diamants, or, coltan qui sert à fabriquer nos téléphones portables et notamment ici, au lac Kivu, qui sert de frontière naturelle entre la RDC et le Rwanda, l'un des plus grands lacs d'Afrique. Somptueux paysage, mais qui est depuis des décennies le théâtre de multiples pillages et de conflits sanglants, vous allez voir. De la colonisation belge à l'indépendance, de l'importation du conflit rwandais aux guerres régionales et civiles multiples, sans oublier bien sûr la corruption et les pratiques de Mobutu et du clan Kabila. Voici le dessous des cartes de la RDC, un pays constamment pillé et violenté. Au centre de l'Afrique, la République démocratique du Congo, RDC, est un immense territoire de 2,3 millions de kilomètres carrés. Aussi étendu que l'Europe de l'Ouest, c'est le deuxième plus grand pays du continent. Avec cette position centrale, la RDC compte de nombreux voisins. À l'ouest, la République du Congo, au nord, la République centrafricaine et le Sud-Soudan, à l'est, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, et enfin les deux pays voisins frontaliers du sud, la Zambie et l'Angola. Le fleuve Congo a donné son nom au pays et le traverse, vous le voyez, de part en part. Avec ses 4700 km de longueur, c'est le second fleuve du monde pour son débit, après l'Amazone. Environ 60% du territoire de la RDC est couvert d'une forêt tropicale dense qui fait de ce pays une réserve exceptionnelle de CO2 et de biodiversité pour la planète. Mais cette vaste zone forestière est peu propice au peuplement. Le pays ne compte que quelques 80 millions d'habitants, soit l'équivalent de la population allemande. Ce vaste territoire est difficile à contrôler par le pouvoir central. En effet, la capitale, Kinshasa, qui compte plus de 11 millions d'habitants sur les rives du fleuve Congo, est excentrée à l'ouest. Et la plupart des grandes villes, Kisangani, Goma, Bukavu, Kananga, Mbuji-Mayi, Lubumbashi, qui sont situées, elles, à des centaines de kilomètres à l'est, sont inaccessibles car le réseau routier est indigent. De plus, le pays est quasiment enclavé et très dépendant des infrastructures de ses voisins pour ses exportations. Car le Congo dispose d'innombrables ressources minières, on l'a dit, en particulier dans l'est du pays. Commençons par le cobalt, un métal indispensable à l'industrie électronique, dont le pays possède les plus grandes réserves mondiales, et le cuivre, dont la RDC est le premier producteur africain, tous les deux dans la région méridionale du Katanga. On y trouve également du plomb, du zinc et du manganèse. Les mines d'étain, ensuite, se déploient dans tout l'est, regardez, et les mines d'or, du Kivu à l'Ituri, tout au nord. Le Kivu possède aussi des réserves de colombo-tantalite, le coltan, on aura l'occasion d'y revenir. Les diamants, eux, sont surtout exploités au Kasaï. Et puis il y a aussi les richesses énergétiques, du charbon et de l'uranium à l'est toujours, et du pétrole offshore à l'embouchure du fleuve Congo. Or, toutes ces ressources suscitent des rivalités de pouvoir depuis la naissance du pays jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En février 1885, à la conférence de Berlin, les puissances européennes se partagent l'Afrique. Le roi des Belges, Léopold II, qui a financé l'exploration des rives du Congo, acquiert des droits privés sur un territoire 80 fois grand comme le sien. Il en attribue une partie à des compagnies commerciales et exploite directement le reste. Travail forcé, amputation, villages rasés, tortures et massacres seront le lot quotidien des autochtones. Le bilan de la conquête s'élèverait à plusieurs millions de morts. En 1908, sous la pression de l'opinion internationale scandalisée, le Parlement belge prend le contrôle du Congo qui devient une colonie. L'exploitation industrielle à grande échelle démarre, l'union minière du Haut-Katanga, véritable État dans l'État, contrôle les mines de cuivre. En 1960, le Congo accède à l'indépendance, comme nombre de colonies africaines. Le Premier ministre nationaliste, Patrice Lumumba, défend la souveraineté politique et économique de son pays.
Mais la Belgique n'est pas prête à renoncer ni à son influence, ni à ses intérêts économiques. Elle soutient donc la sécession du riche Katanga, puis le coup d'État du colonel Joseph Mobutu, fomenté en pleine guerre froide avec l'aide de la CIA. Démis puis emprisonné, Lumumba est finalement assassiné en janvier 1961. Commence alors le règne de Mobutu Sese Seko sur le pays, plus tard rebaptisé Zaïre. Il va durer 32 ans de prédation et de pouvoir absolu. Les mines sont nationalisées et le père de la nation distribue richesses et prébendes pour asseoir son régime en achetant des loyautés politiques. L'alliance avec la Belgique, la France et les États-Unis, parrain du général dictateur, ne s'achèvera qu'avec la fin de la guerre froide, au début des années 1990. Le régime se désintègre alors dans la violence. À l'été 1994, l'onde de choc du génocide rwandais atteint l'est du pays. 800 000 Hutus se réfugient au Kivu après la victoire des forces armées Tutsi et la chute du régime génocidaire à Kigali. Parmi eux, des miliciens et combattants Hutus, responsables des assassinats de masse des Tutsis et qui n'ont pas renoncé à se battre. La guerre entre Tutsis et Hutus se déplace alors sur le sol congolais. En 1996, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda soutiennent une coalition rebelle contre Mobutu. Dirigée par Laurent Désiré Kabila, elle renverse le vieux despote en 8 mois. Ces forces armées massacrent des centaines de milliers de réfugiés Hutus, un crime contre l'humanité, selon la commission d'enquête de l'ONU à l'époque. Mais la fin du règne de Mobutu ne va rien changer pour les Congolais. L'accaparement des richesses du sous-sol, la violence et la corruption généralisée continuent. C'est désormais le clan Kabila qui gouverne sans partage le Zaïre, devenu entre-temps la République démocratique du Congo. En 2001, Laurent Désiré est assassiné et remplacé par son fils Joseph Kabila, toujours en poste en 2018 et qui s'est constitué un empire estimé aujourd'hui à plusieurs centaines de millions de dollars. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Un empire constitué de banques, d'entreprises privées, d'exploitations agricoles et bien sûr de mines de cuivre, de cobalt, mais aussi d'or et de diamants. Et puis la Gécamine, la Société nationale des mines qui distribue les permis d'exploitation aux grands groupes européens, américains et chinois, permettent au régime Kabila de détourner des centaines de millions de dollars, selon l'ONG Global Witness. Et pendant ce temps-là, le pays est ravagé par des guerres permanentes depuis 20 ans. L'objet principal de ces conflits, le contrôle des richesses minières. De 1998 à 2003, la guerre implique 9 pays voisins qui financent des groupes armés opérant sur le territoire congolais. De 2003 à 2013, la guerre civile déchire le pays. L'armée congolaise et les milices pro-gouvernementales affrontent de puissants groupes rebelles, armés et financés par le Rwanda et l'Ouganda, les deux bords, massacrant au passage les populations civiles. On estime que ces conflits oubliés auraient fait au total environ 6 millions de morts jusqu'à aujourd'hui. En 2018, des centaines de groupuscules opèrent toujours au Maniema, en Ituri, au Katanga, au Kasaï et au Kivu. Le Kivu précisément, qui cristallise depuis 20 ans toutes les convoitises et toutes les tensions. Ce Kivu qui regorge de minerais, en particulier le coltan, qui sert entre autres à la fabrication de nos téléphones portables. 80% des réserves mondiales sont situées sur ce territoire. Le Rwanda, en armant des combattants pour contrôler et exploiter ces mines, a pu engranger les recettes d'exportation du précieux minerai de son voisin pendant de nombreuses années. Le déploiement de 18 000 casques bleus de l'ONU en RDC, sa plus importante mission de maintien de la paix dans le monde, n'a pu empêcher ni la prédation, ni les innombrables exactions contre les civils, en particulier le viol, une arme de guerre et de terreur. Résultat, une immense majorité de Congolais n'a jamais profité de ces richesses. Le pays est tout en bas de l'échelle mondiale pour son indice de développement humain, 176e rang sur 188 en 2016. Pire,
La stratégie du chaos a plongé le Congo dans une grave crise humanitaire en 2018. Regardez, voici les régions au sud et l'est menacées par la malnutrition sévère, en particulier celle des enfants. Fuyant les groupes armés, la famine et aussi une nouvelle épidémie d'Ebola, 4,5 millions d'habitants ont quitté leur toit et 800 000 Congolais ont fui vers les pays voisins. On l'aura compris, de l'époque coloniale à nos jours, l'histoire congolaise est d'abord celle d'un grand pillage et d'une superposition de conflits meurtriers dont se désintéressent généralement la plupart des médias internationaux. On trouve malgré tout régulièrement quelques brèves sur l'accablant feuilleton des prochaines élections en RDC. Elles devaient initialement avoir lieu avant la fin 2016, date de la fin du mandat de Joseph Kabila, puis reportée fin 2018. Enfin, signalons quand même la remise du prix Nobel de la paix 2018 à Denis Mukwege, ce médecin congolais qui répare les corps de ces femmes victimes de violences sexuelles dans les conflits de la région. Pour aller plus loin, édité par la revue Cahiers africains, 7 ouvrages qui offrent une sélection de textes scientifiques sur la RDC, mais également sur le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.